diminué plus que le prix des autres marques, ce qui confirme l'analyse précédente. Ce qui entraînait probablement aussi une baisse des marges, par ailleurs, des distributeurs, limitée, mais significative par rapport à la hausse des marges qui s'était vérifiée auparavant. Mais, phénomène intéressant, même avec la loi Dutreil et même avec la loi Châtel, les marges arrière continuent à augmenter. Pourquoi les marges arrière augmentaient toujours? Mais parce que le mécanisme était resté le même. La seule chose qui avait changé, c'était le fait que le distributeur pouvait mettre dans le prix les marges arrière, ce qu'il faisait. Et donc on assistait en France à un phénomène assez original, une exception française. On demandait dans des négociations des marges arrière toujours plus élevées, et une partie des marges arrière, on les utilisait pour baisser les prix. Ce qui, a priori, pour le consommateur, n'est pas très important. À la limite, du moment qu'on baisse le prix, bon, ce n'est pas très important si c'est des marges arrière ou pas dans la négociation. Mais c'était très important pour les distributeurs et pour les fabricants, et ça, tout le monde n'a pas compris d'ailleurs. C'est parce que ces marges arrière avaient atteint des niveaux, comme je vous l'ai dit, de 40% dans certaines moyennes, et dans certains secteurs, on atteignait... n'avait plus aucune correspondance avec les services rendus. Il n'y avait aucune contrepartie en face. Enfin, il y en avait quand même un peu, mais à un niveau, disons, de 10% ou 15%. Le reste, c'était fictif et lié à ce mécanisme pervers introduit par la loi. Ce qui a amené des risques juridiques importants pour les distributeurs et pour les fabricants, mais surtout pour les distributeurs sur lesquels était placée la charge de la preuve. Et donc, il y a eu des procès, des sanctions importantes. Donc, les distributeurs étaient effectivement inquiets, et les fabricants aussi, parce qu'on est aussi inquiet quand ces clients importants sont inquiets. Donc, on a eu besoin, effectivement, d'une autre loi, la loi de modernisation économique, qui a modifié ultérieurement la législation, surtout à déterminer, je passe tout de suite à la dernière diapo. Avec la loi de modernisation économique, on a introduit une modification ultérieure. On a éliminé l'interdiction de non-discrimination dans les conditions générales de vente entre fabricants et distributeurs. À partir de ce moment, effectivement, dans la négociation, on peut discriminer les conditions de vente entre distributeurs. Donc Danone, pour être concret, peut pratiquer des conditions de vente différenciées entre Leclerc et Carrefour. Leclerc, pour être concret, n'a plus besoin de demander des marges arrière pour obtenir des conditions meilleures que ses concurrents. Il peut directement demander des diminutions des prix et il ne s'en privera pas par ailleurs. Donc la négociation a changé. Maintenant, les distributeurs peuvent à nouveau avoir intérêt à demander des baisses de prix, comme le déclarait d'ailleurs très récemment Michel-Édouard Leclerc dans une autre conférence il y a 15 jours, avec un ton plutôt agressif par rapport aux fabricants. Maintenant, chers partenaires, nous pouvons demander tout et nous allons demander tout. Donc il y aura effectivement un peu plus de concurrence en amont des fabricants sur des distributeurs sur les fabricants. Ce qui est important, parce que les économistes ont toujours souligné le rôle très important que les distributeurs ont dans la concurrence verticale, celle d'obtenir des fabricants des conditions meilleures pour les transférer aux consommateurs. C'est l'idée de contre-pouvoir qui est née d'ailleurs il y a déjà pas mal de temps, qui a été développée à l'origine par l'économiste américain très connu Galbraith, qui avait été critiqué d'ailleurs à ce temps-là, mais cette idée a été reprise, démontrée par ailleurs dans les faits par plusieurs études. Les distributeurs, dans la mesure où ils font une pression sur les fabricants, ils obtiennent des conditions meilleures, et dans la mesure surtout où ils le transmettent après aux distributeurs, jouent un rôle essentiel dans la concurrence. Voilà. Mais ce qui est bien maintenant, donc, c'est que les distributeurs peuvent obtenir de meilleures conditions des fabricants. Est-ce qu'ils les transmettront aux consommateurs? C'est là qu'aussi aujourd'hui il y a un peu de débat. Je suis sûr qu'il y en aura aujourd'hui aussi. La concurrence entre les distributeurs, est-ce qu'elle va se manifester pleinement? Il y a, selon certains experts, un niveau de concurrence. Maintenant, une fois éliminés les effets pervers de la loi Galland, il y aura toujours, selon certains experts, un niveau de concurrence entre les distributeurs qui n'est pas satisfaisant, qui ne serait pas satisfaisant pour permettre la transmission de ces avantages obtenus en amont
en aval, de le transmettre aux consommateurs. Il y a eu beaucoup d'études, par rapport, je ne suis pas d'accord sur les conclusions de ces études, par ailleurs, personnellement, je trouve qu'ils ne sont pas assez rigoureux, pas assez sérieux, et qu'ils ne démontrent pas, malgré leur assertion assez sûre d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, ne démontrent pas du tout, à mon avis, que le niveau d'intensité de concurrence en France entre les distributeurs ne serait pas suffisant pour assurer. Il y a certainement ici et là, dans des zones de chalandise, des situations dans lesquelles la concurrence n'est pas assez importante. Mais bon, il faudrait, à mon avis, là, je lance un message aux chercheurs aussi, mes collègues, faire des études beaucoup plus sérieuses sur ce thème, parce que, à mon avis, on n'a pas du tout encore démontré ce qu'on voudrait démontrer. Ceci dit, il y a des éléments quand même importants. Il y a des barrières à l'entrée, certainement, encore aujourd'hui dans la distribution. Et une nouvelle loi, une nouvelle réforme de l'urbanisme commercial qui enlèverait certaines barrières à l'entrée sur le marché pourrait être utile pour augmenter l'intensité de la concurrence. Ceci dit, il faut faire attention là aussi, parce que si on lève des barrières à l'entrée sur certains marchés locaux, il n'est pas dit du tout que ce soit de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché. Il pourrait se passer le phénomène suivant, que des acteurs déjà puissants en place ouvrent de nouveaux magasins. Et donc la concentration, à la limite, pourrait aussi augmenter. Parce que les acteurs sur le marché aujourd'hui en France ne sont pas si nombreux et nous n'assisterons pas si facilement que ça à une entrée des acteurs étrangers sur le marché. Peut-être qu'avec la crise financière aujourd'hui, on assistera à des phénomènes intéressants d'acquisition, mais ce n'est pas dit du tout. Donc, je souligne aussi, et il y a d'autres experts qui soulignent aussi, quelquefois sont les mêmes d'ailleurs, que si on lève les barrières à l'entrée plus qu'aujourd'hui sur les marchés locaux, c'est-à-dire si on facilite l'ouverture de nouveaux magasins dans certaines zones de chalandise, il faudrait peut-être aussi faire attention à que le niveau de concentration locale n'augmente pas trop, qu'il ne se crée pas des nouvelles positions dominantes sur les marchés locaux, ce qui, évidemment, arriverait à causer des conséquences aussi négatives que précédemment en termes d'intensité de concurrence et avantage consommateur. Voilà, donc la réalité n'est pas évidemment tout blanche ou tout noir, tout blanche ou tout noir, toute noire. Et il y a des subtilités dont on doit tenir compte quand on parle de ce phénomène d'inflation et de concurrence. Voilà. Pour conclure, j'ajouterai, si j'ai encore 30 secondes, non, même pas. Enfin, nous avons fait une étude internationale quand même qui démontre que dans les pays où il n'y a pas eu de loi Galan, il n'y a pas eu de conséquences négatives pour les consommateurs. Et donc, effectivement, il fallait se débarrasser de la loi Galan. Ça a été important, utile. Peut-être ce n'est pas suffisant. Voilà, merci de votre attention.